Et nous recevons ce matin le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Bonjour Clément Beaune. Bonjour Elisabeth Martichoux. C'est très intéressant de vous rencontrer, de vous recevoir ce matin, puisque tous les yeux sont encore tournés vers l'Ukraine ce matin. Clément Beaune, est-ce que la tension a baissé d'un cran par rapport à hier ? Il faut être extrêmement prudent parce qu'il y a plusieurs réalités. Il y a une réalité de terrain, une tension sur le terrain avec une présence militaire russe qui reste extrêmement forte, on le sait, aux portes de l'Ukraine, c'est toujours le cas, avec au long du week-end toute une série de ruptures du cessez-le-feu dans le Donbass, sur la ligne de front, et puis en même temps un espoir diplomatique qui a été reconstruit par le président de la République, dans la continuité de ses efforts depuis plusieurs semaines de coordination occidentale et européenne et de dialogue exigeant, sans naïveté, mais avec Vladimir Poutine. Il a parlé 2 fois, très longuement, encore hier, au président russe, tard dans la nuit. Il était plus d'1 heure du matin quand cet appel a commencé, heure de Moscou, avec Vladimir Poutine. Ça a duré combien de temps cette fois-là ? Ça a duré encore 1 heure et ça avait duré près de 2 heures à la mi-journée. C'est pas simplement pour compter les minutes, mais c'est simplement pour illustrer qu'il y a une vraie discussion de fond. Et s'il y a une chance encore d'éviter la guerre, d'éviter l'embrasement, de construire une solution politique, diplomatique, il faut la saisir. C'est la France et l'Europe, puisque nous sommes en présidence de l'Union européenne, et que le président se concerte, il l'a fait tout au long de la journée hier avec beaucoup de leaders européens occidentaux, qui construit cette espérance et ce chemin. On est prudent, mais on a une chance aujourd'hui avec ce sommet qui a été annoncé. Voilà, nous y arrivons. Ce qui est nouveau ce matin, c'est l'annonce d'un sommet Biden-Poutine. C'est une bonne nouvelle. Oui. C'est un signe de détente. C'est un signe, en tout cas, qu'une solution politique peut être possible, peut arriver. Et effectivement, c'est obtenu par la France, par les efforts diplomatiques du président de la République, qu'il y ait, à une date à déterminer, le plus rapidement possible, un sommet. Le plus rapidement possible, pardon. C'est important parce qu'on est un peu dans un money time. Je vous le dis autant qu'on le sache à l'heure qu'il est. On ne sait pas la date, mais le principe en a été accepté. Et on a une idée du délai ? Ce qu'on sait, ça a été aussi précisément défini hier, parce que ces choses comptent, c'est qu'il y aura des échanges entre aujourd'hui, à nouveau, le ministre Jean-Yves Le Drian et son homologue russe, M. Lavrov, qu'il y aura le 24 février, ce jeudi, une discussion entre le ministre, le secrétaire d'État américain, M. Blinken, et M. Lavrov côté russe. Ça ne peut pas être avant jeudi, ça, ce sont des rencontres préparatoires. Ce qui a été décidé, c'est qu'il y a des rencontres préparatoires, en effet. On verra la situation. Ça peut aller très vite après ? Écoutez, je ne sais pas vous dire. Il faut évidemment saisir cette chance, mais une condition a été posée par les Américains, en réalité par les Occidentaux, évidemment, qu'il n'y ait pas d'invasion territoriale de l'Ukraine dans les jours qui viennent. Juste une question, parce qu'on cherche à se représenter, la date, le lieu, ça peut être où ? Est-ce que ce sera un pays neutre ? Parce qu'on ne peut pas imaginer que Poutine à Washington et que Biden aille à... Je ne veux pas spéculer, parce que ça n'est pas décidé aujourd'hui, donc je ne cache pas une information, mais ça n'est pas décidé. En général, c'est ce qui se fait dans les lieux neutres, mais ça n'est pas décidé. Et surtout, il faut être dans un juste équilibre et dire les choses. Il y a eu cet espoir diplomatique reconstruit par la France, cette chance avec l'annonce du sommet de la nuit. On va en parler du rôle d'Emmanuel Macron. Non, mais on va regarder ce qui se passe concrètement ces jours-ci. J'ajoute un point pour être très précis, c'est que ce qui a été aussi acté entre le président de la République et Vladimir Poutine, c'est qu'aujourd'hui, il y ait des réunions très importantes, ce qu'on appelle notamment le groupe de contact trilatéral entre la Russie, l'Ukraine, l'OSCE pour la sécurité collective en Europe, pour essayer de rétablir le cessez-le-feu. C'est évidemment une condition importante. C'est une condition importante. Vous l'avez dit, il y a eu des désillusions. Par exemple, Emmanuel Macron était sorti de son tête-à-tête de 5 heures avec Vladimir Poutine en invoquant une possible désescalade. Elle n'a pas eu lieu. Est-ce que le risque, ce n'est pas de se faire berner par Vladimir Poutine ? Mais on se fait berner si on laisse faire et on ne prépare pas une éventuelle riposte en cas d'éventuelle attaque. Mais on n'a aucune naïveté là-dessus, on prépare aussi cela. Mais est-ce qu'on est naïf si on gagne du temps pour la négociation, si on laisse une chance à cette discussion, si on essaye, après les incidents du week-end, de revenir au cessez-le-feu, donc à une forme de stabilité et peut-être, je suis prudent, de désescalade, savoir ce sommet qui a été accepté par le président Poutine et le président Biden, c'est un bon signal. Il n'y a pas de naïveté, je vous le dis très sincèrement, on va voir ce qui se passe sur le terrain. On a eu des difficultés ce week-end, mais avec ces efforts politiques, diplomatiques, on garde cet espace de discussion ouvert. Ce dont on s'aperçoit, c'est que pour Vladimir Poutine, la diplomatie, ça n'empêche pas la violence. En même temps qu'il parle à Emmanuel Macron, qu'il accepte un sommet, eh bien, il met ses forces, même il se renforce militairement. Soyons clairs là aussi, il a annoncé qu'après l'exercice qui a lieu par exemple en Biélorussie, il y aurait retrait des forces. On va le vérifier. On va voir s'il y a... Vous y croyez ?
Pour l'instant, il n'a donné si aucun. Je peux le dire qu'ainsi, je ne crois que ce que je vois. On va voir ce qui se passe. Oui, mais on va voir les exercices se terminent là. Il a repris ses engagements. On va voir ce qui se passe. Le cessez-le-feu, on va vérifier. Vladimir Poutine a dit hier, après cette intervention française, je suis d'accord pour qu'on réunisse ce groupe de terrain et qu'on remette le cessez-le-feu. On va voir si ça se passe. On n'a pas de naïveté là-dessus. Si ça ne se passe pas, s'il y avait évidemment, je ne le souhaite pas, le scénario du pire, c'est-à-dire une agression territoriale, une invasion de l'Ukraine, ça en serait fini de la diplomatie. Mais tant qu'on n'est pas dans ce scénario, on se prépare au pire, bien sûr, avec fermeté, mais on garde l'espace diplomatique et c'est la France qui le fait aujourd'hui. Donc, Vladimir Poutine ne s'est pas désengagé contrairement à ses engagements. Au contraire, il se renforce, mais pour vous, ce qui serait décisif, c'est une offensive, c'est une entrée sur le territoire ukrainien. Pour être précis, Martichoux, je ne veux pas être trop technique, il a annoncé lui-même, et les ministères russes en fin de semaine, des retraits de force. Il ne semble pas que ce soit le cas aujourd'hui, mais il y a encore un peu de confusion, donc il faut le voir. Il y a des engagements précis qui ont été pris. Est-ce que le cessez-le-feu va être rétabli? Il a été violé des centaines de fois par les Russes. Oui, il a été violé 1500 fois, les responsabilités sont renvoyées. Ce qu'on voit, c'est que c'est évidemment plutôt du côté des pro-russes et des pro-indépendantistes qu'il semble que les violations se fassent. Bon, mais puisqu'il semble y avoir cette possibilité, saisissons-la. Et encore une fois, c'est les Européens qui sont à la manœuvre et la France en particulier. Et vous êtes, vous êtes diplomate en tant que secrétaire d'État chargé des affaires européennes, c'est pas votre métier, mais bon, la question que tout le monde se pose, peut-être un peu binaire, mais quand même, c'est à cela auquel on est confronté, c'est peut-on faire confiance à Vladimir Poutine? Mais ce n'est pas une question de croyance, ce n'est pas une question de bonne mine, on va voir les gestes. Non, c'est une question de réalisme. Mais je suis d'accord, ouais. Mais si vous voulez que je vous dise qu'il y a une pression militaire très forte de la Russie aux portes de l'Ukraine, que c'est la Russie qui l'a organisée, qu'il y a eu des violations du cessez-le-feu et qu'il y a sans doute une responsabilité russe. Dont acte. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va laisser dériver les choses et qu'on ne va pas saisir une possibilité diplomatique qui semble possible, encore une fois, qui semble ouverte depuis et qui les semble efforts diplomatiques la menace que les Américains avaient dite imminente. Oui, on nous a aussi dit, à sens inverse, qu'il y aurait invasion immédiate. Ça n'est pas le cas. Je suis là aussi prudent, mais ça veut dire en tout cas, même si on dit c'est gagner du temps, c'est attendre, très bien, mais gagner du temps pour la paix, pour des vies épargnées, pour une chance diplomatique, il faut le faire. Il faut le faire. Et pourquoi d'ailleurs, à votre avis, Vladimir Poutine a-t-il accepté ce sommet avec Biden? Mais parce que je veux croire, mais nous le verrons à l'épreuve des faits, qu'il peut y avoir une discussion de fond, américano-russe, mais surtout avec les Européens aussi, c'est nous qui sommes la manœuvre en l'occurrence, sur les garanties de sécurité, sur l'organisation de la sécurité collective en Europe, qui prendra du temps. Mais ça semble vouloir dire que Vladimir Poutine est prêt ce matin, cette nuit, à entrer dans cette discussion de nouveau. Anthony Blinken, ministre des Affaires étrangères, Joe Biden, je traduis comme ça, il est hors de question de reconnaître l'annexion de la Crimée et des territoires de l'Est pour éviter la guerre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il est hors de question de mettre sur la table. Mais aucun pays occidental n'est dans cette optique. On n'est pas dans l'optique de faire des concessions qui seraient inacceptables. C'est inacceptable pour vous? Mais tout ce qui porte, ça a été condamné de nombreuses fois par les Européens, tout ce qui porte atteinte à l'intégrité territoriale, à la souveraineté de l'Ukraine, il y a le débat sur la question de l'entrée dans l'OTAN. Ça ne peut pas être la Russie qui décide unilatéralement qui rentre dans quelle alliance et ce que sont les frontières qui avaient été stabilisées et reconnues il y a 30 ans. Marine Le Pen a dit hier, il faut entre autres compromis pour éviter la guerre, reconnaître l'intégration de la Crimée à la Russie. Mais c'est quand même drôle que Marine Le Pen parle toute la journée de grandeur, de souveraineté, d'indépendance, et soit prête, sous pression militaire organisée par une autre puissance, en l'occurrence la Russie, à dire on accepte leurs conditions. C'est quand même une drôle de conception de la souveraineté française ou de celle de l'Europe. Elle intègre les besoins de sécurité de Vladimir Poutine. D'accord, mais je pense que la meilleure attitude, c'est de faire ce qu'on fait, qui est difficile, de ne pas faire de concessions sur des principes qui avaient été d'ailleurs agréés mutuellement par la Russie et les Occidentaux, préserver les frontières, préserver la souveraineté des pays. L'Ukraine, c'est un pays souverain. C'est pas Marine Le Pen qui peut décider de ce qu'est l'Ukraine. Est-ce qu'elle accepterait qu'on fasse comme ça pour un autre pays dont le nôtre? C'est quand même une étrange conception de la souveraineté. En revanche, dialogue et fermeté, continuer à discuter avec Vladimir Poutine. Madame Le Pen nous avait incité d'ailleurs, je crois, à de nombreuses reprises à avoir ce dialogue. Nous le faisons, mais nous le faisons. Elle a jugé que oui, mais nous le faisons de manière. Emmanuel Macron l'a dégradé après l'avoir reçu. C'est quand même extraordinaire. C'est la France aujourd'hui qui est en train de mener ce dialogue en concertation avec les Européens. Mais nous le faisons avec nos principes et sans concession, parce que accepter la remise en cause par la force de la souveraineté et de l'intégrité d'un territoire, là, je crois que ce serait très grave.
L'Europe, combien de divisions? Est-ce que Poutine ne se dit pas cela, comme Staline le disait du Vatican? L'Europe pèse quoi? Dans le fond, ça va se passer entre Biden et Poutine. Non, parce que vous voyez bien les conditions qui ont été construites ce week-end, c'est la France qui l'a fait, ce sont les Européens, c'est la France en tant que présidence de l'Union européenne en ce moment. Elle organise le rendez-vous, la France, mais après, ce qui va se jouer... Elle n'organise pas des rendez-vous, il y a le déplacement du président, à Moscou, il y a les discussions, je parlais de ce groupe de contact aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle que nous avons obtenue nous-mêmes, et tant mieux, je vais vous dire très clairement, on ne va pas jouer la division, justement, entre Européens et autres Occidentaux dans une crise aussi grave. Qu'on soit sur la même position de principe que les États-Unis, que le Royaume-Uni, que tous les autres États européens, tant mieux. Et regardez objectivement les faits, c'est plutôt la France, c'est quand même un constat lucide, qui est en train de faire ces manœuvres diplomatiques utiles pour essayer de préserver la paix. Vous diriez qu'Emmanuel Macron s'est imposé comme un interlocuteur naturel pour Poutine dans cette affaire? Oui, il téléphone 2 fois par jour, un dimanche, en tout cas, 20 février. Oui, il a construit cette relation, encore une fois, qui est difficile, qui est exigeante, qui prend du temps. Donc on va voir les résultats. Enfin, le chemin qui a été ouvert, le seul, force est de constater, c'est la France, avec la force du soutien européen, qui le fait. J'ai encore beaucoup de questions, mais de toute façon, on suit ce dossier sur LCI en permanence. Mais si Poutine déclenchait la guerre, vous dites c'est une hypothèse possible, probable. J'ai pas qualifié, mais il faut s'y préparer. Ni les États-Unis, ni les Européens n'interviendraient militairement en Ukraine. Donc on laisserait Poutine commencer la guerre, sans savoir jusqu'où ça ira. On a déjà connu ça dans l'histoire. Oui, mais il faut être clair, c'est que les Européens, les Occidentaux, ont dit qu'en effet, ils n'envisageaient pas une opération militaire eux-mêmes. Je ne crois pas que ça améliorerait beaucoup les choses. En revanche, et c'est là qu'il faut être crédible et clair, nous avons dit, dans une optique, j'espère, dissuasive, sinon réactive, que nous préparions, et nous les avons préparées, des sanctions extrêmement brutales et massives à l'égard de la Russie. Tous les Européens sont sur la même ligne pour aller très 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 loin. Oui, absolument. Et je vais vous dire, ça a même été fait d'abord par les Européens, envoyer ce message d'unité et de fermeté dès le 16 décembre, dans une réunion d'un sommet européen à Bruxelles. C'est écrit noir sur blanc, des conséquences massives et des mesures de sanctions. Mais nous les avons même préparées. La Russie, vous pensez que ça lui fait peur? Elle a des ressources naturelles. Elle a un allié qui s'appelle la Chine qui pourrait l'aider à passer le cap. Mais je vais vous rappeler ça vous fait pas peur? Vous dites pas... Bien sûr que la situation est inquiétante. Je voudrais quand même rappeler quelques faits. Vous dites combien de divisions. Regardez les relations économiques. La Russie exporte 80% de son gaz vers l'Union européenne. On dit on est dépendant. C'est vrai, il faut qu'on réduise d'ailleurs notre dépendance. C'est un instrument de souveraineté. La Russie est éminemment dépendante aux exportations d'énergie vers l'Europe. L'essentiel du commerce de la Russie se fait avec l'Union européenne. C'est la Russie qu'on a le plus besoin. La Russie, c'est le PIB d'un pays comme l'Espagne dans l'Union européenne. Donc c'est une puissance à respecter, avec laquelle on discute, qui est forte. Mais il faut quand même que nous, Européens, on soit conscients aussi de ce que nous sommes et de nos forces. Dans ce contexte, Emmanuel Macron a en quelque sorte indexé sa déclaration de candidature à l'évolution du dossier ukrainien. Et si ça dure? Si ça dure comme ça, le chaud et le froid, pendant encore des jours et des jours. Mais les choses sont assez simples. Il y a des délais juridiques et constitutionnels pour tous les candidats. Le 4 mars. Oui, c'est le 4 mars en l'occurrence. Donc d'ici le 4 mars, les choses seront clarifiées. Et je souhaite que le président soit candidat. Il a donné des signaux, je crois, d'envie, de mobilisation claire. Mais il y a, chacun le voit, une période dans laquelle il ne peut pas être occupé à faire campagne, à être dans des meetings, à être dans des réunions publiques. C'est ça, faire campagne. Il y aura un temps pour faire campagne et avant de faire campagne, pour annoncer une candidature. Et donc, mais donc le maître des horloges, c'est Poutine, dans le fond, pour la candidature d'Emmanuel Macron. Si on résume... Je ne crois pas que ce soit M. Poutine qui est fixé. Il subit Emmanuel Macron dans cette affaire. Non, je ne crois pas que ce soit. Mais l'actualité internationale et les crises, évidemment, on ne les choisit pas. Mais c'est quand même extraordinaire parce qu'on dit le président, on entendait cette petite musique, en fait il fait une campagne cachée, maintenant on dit il ne fait pas campagne, c'est un scandale. Il est président de la République, et est-ce qu'on imagine que le président de la République française, 5e puissance mondiale, pourrait ne pas s'occuper d'une telle crise internationale qui peut avoir des impacts sur nous, sur le prix de l'énergie, sur notre sécurité? C'est son rôle. C'est pas facile. Et ça prend du temps. Il préférerait sans doute avoir du temps pour autre chose. Mais c'est comme ça. Et il assume ses responsabilités de manière, je crois, responsable, droite et efficace. Ce qu'on dit, c'est maintenant, sa candidature, ce ne sera pas avant la semaine du 28 février. Alors, vous allez me dire, c'est lui qui décide, etc. Mais vous le connaissez bien, c'est vraisemblable? Plutôt la semaine du 28 février
que je ne vais pas faire de pronostic, c'est avant le... Non, mais vous connaissez les éléments de contexte par cœur. Je connais comme vous connaissez Emmanuel Macron. Oui, mais je connais comme vous les éléments de contexte. C'est qu'il y a une crise qui sans doute occupera encore les jours qui viennent, peut-être au-delà, mais à un moment au-delà, il y aura de toute façon à concilier des choses. Et je vais vous dire quelque chose qui ne sera peut-être pas tout à fait un scoop, c'est que même après le 4 mars, il y aura, je ne sais pas lesquelles, des tensions internationales. Et que le président de la République, si les candidats est en campagne, il continuera aussi à être occupé par un sommet européen qui a lieu le 10 et le 11 mars, un autre sommet européen qui a lieu le 24 et le 25 mars, et il n'arrêtera pas de le faire. Il peut, par exemple, inaugurer le salon de l'agriculture sans être candidat, à votre avis? Mais où est-il écrit que c'est impossible? C'est pas très commode d'être pendant des heures et des heures interpellé sur le thème quand est-ce que vous serez candidat, au lieu de parler de l'agriculture française. D'ailleurs, ce sera un bon test. Est-ce qu'il sera interpellé par les journalistes présents sur place ou est-ce qu'il sera interpellé par les agriculteurs sur cette question? C'est une façon de disqualifier l'interrogation. Pas du tout, Madame Martichoux. Simplement, vous le verrez. Donc, vous le verrez en direct. Mais le président de la République, qu'il aille au salon de l'agriculture, c'est naturel. Il l'a fait tous les ans. Il a passé plusieurs heures. C'est pas un acte de candidature. Encore 2-3 questions politiques. Vous avez peut-être vu l'engagement de David Lisnard, le maire de Cannes, qui donne son parrainage à Jean-Luc Mélenchon au nom du pluralisme, sachant qu'il soutient, lui, Valérie Pécresse. C'est intelligent comme démarche? L'idée républicaine d'aider, s'ils en ont besoin, des candidats qui représentent quelque chose, qu'on peut combattre politiquement, je n'ai pas les idées de M. Mélenchon, encore moins celles de M. Zemmour, oui. Je crois que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas une initiative seulement de M. Lisnard, je crois que c'est M. Bayrou qui avait lancé cette idée en premier, qui a d'ailleurs monté un site internet où des élus, sans que ça va le soutien, il y a des chartes très claires, peuvent aider de manière républicaine, par ce système de parrainage, des candidats qui seraient en difficulté. Il y a toujours une part d'incertitude. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des tactiques? J'en sais rien. Ce que je sais en tout cas, c'est que autant que je combats leurs idées et que je les réfute, je pense que Mme Le Pen, que M. Zemmour, que M. Mélenchon doivent être des candidats à l'élection présidentielle. Second tour Emmanuel Macron, Éric Zemmour possible? Mais tout est possible, bien sûr. Dans une élection, vous savez, j'ai voté pour la première fois en 2002. Les scénarios qui étaient écrits n'étaient pas ceux qui se sont réalisés, donc je suis très prudent et très engagé. Dans la majorité, certains le souhaitent, parce que Éric Zemmour serait l'assurance-vie électorale d'Emmanuel Macron. Non, moi je vais vous dire, sur le plan démocratique, je pense qu'il est toujours mieux de ne pas avoir, doivent être candidats sur le plan républicain, je l'évoquais, l'extrême droite au second tour d'une élection présidentielle, c'est jamais un bon signe démocratique. Moi, je me suis engagé après 2002 pour la première fois en politique parce que je combats l'extrême droite. Mais que dites-vous à ceux de la majorité? Vous connaissez peut-être qui souhaitent ça, qui le moi, pensent. Je ne suis pas sûr que cette musique existe vraiment. Je dis, il ne faut pas faire des calculs arithmétiques dans une élection. Il faut s'engager. Tous ceux qui ont fait des calculs un peu boutiquiers ou de billard à 3 bandes, comme on dit, on se trompe en général. Donc, faisons pas ça. Défendons un bilan, un programme demain, un candidat, un espoir. Et combattons l'extrême droite d'abord. Il y a encore 2 questions. Vous parlez de 2002. Vous avez été à l'époque un éphémère militant du PS. La candidate socialiste de 2007, Ségolène Royal, qualifiée au second tour, la seule femme socialiste à avoir réussi cet exploit, au nom du vote utile à gauche, soutient Jean-Luc Mélenchon. Elle a levé un tabou? Mais écoutez, ça la regarde. Moi, je ne voterai pas parce que Ségolène Royal l'a indiqué Jean-Luc Mélenchon. Je comprends pas très bien. Ça nous étonne pas trop. Je comprends pas très bien ce qui se passe à gauche, pour tout vous dire. Oui. Entre les calculs personnels, les rancœurs, entre peut-être Madame Royal, Madame Hidalgo qui joue aussi. Bon, en tout cas, le vote Mélenchon considérait que c'est un vote utile et un vote modéré quand on a été socialiste, une gauche de gouvernement. Ça m'étonne et ça me déconcerte un petit peu. Ça vous déconcerte, pas plus? Non, ça ne me regarde pas tellement, au fond. Faut-il changer les règles de la chasse? C'est peut-être un thème de campagne électorale. Il y a eu un fait divers terrible. À Aurillac, une jeune femme qui a été tuée d'ailleurs par une jeune fille qui participait à une battue. Est-ce qu'il faut interdire la chasse le week-end? Ce sont des propositions portées par Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Oui, j'ai entendu cela. Je vais vous dire, moi, je ne suis pas chasseur. Ce n'est pas une activité que je pratique, c'est une activité que je respecte, qui renvoie à des traditions. Et de millions de Français pratiquent plus ou moins fréquemment. Je pense que la règle universelle depuis Paris, en l'occurrence, ça ne marche pas. J'entendais ce matin des exemples à Avallon, en Bourgogne, par exemple, ou d'autres, où il y a des arrêtés municipaux, où il y a des règles locales qui peuvent fixer des plages horaires, définir les zones. Et c'est comme ça, je crois, qu'on va répondre à un sujet de sécurité, qui est un vrai sujet, mais je ne verrai pas une règle nationale, universelle, qui s'appliquerait à toutes les périodes, à toutes les zones de chasse, de la même façon. Faisons confiance au local, donnons peut-être plus de pouvoir pour les chasseurs, réguler ce sujet. Pas touche, hein. Pas touche aux chasseurs. Et c'est pas touche à la chasse, pas touche à cette tradition ancestrale.
Alors, patouche au sens l'interdire de manière générale, non, bien sûr. L'interdire le week-end. Mais je ne pense pas que ça doit être, mon sentiment personnel, je ne pense pas que ça doit être une règle nationale, qu'il y a des règles locales. Vous dites qui régulent localement. Mais ça dépend des pratiques. Il y a des zones où c'est une pratique du week-end, il y a des zones où il y a des enfants qui se promènent, il y a des zones où la forêt et les zones de chasse sont partagées entre usages. Donc je pense qu'il faut faire confiance, oui, sur ce sujet au local.